Bienvenue à tous sur notre webinaire Ingram Micro, libérer le potentiel de l'IA avec nos experts. Donc, ça sera présenté par Alexis Zepessi, consultant technique AWS chez Ingram Micro, Loïc Emael, consultant technique également sur la partie IA de chez Ingram Micro, et moi, tout simplement pour le pitch du début. Alors, en termes d'agenda, ce qu'on va voir durant cette session, ça va être les différents modèles disponibles sur AWS Bedrock, le coût des projets en fonction des typologies de projets. On va faire aussi un comparatif entre les meilleurs modèles IA, les recommandations, aussi savoir comment appliquer la confidentialité des données sur AWS Bedrock, qu'est-ce qu'en font globalement les grandes entreprises. On fera aussi un sujet sur l'entropie de l'IA, pardon. Qu'est-ce que ça peut vous apporter aussi en termes de génération de contenu. On verra comment développer un site web et comment faire de la publication marketing. Et on verra également avec Loïc en fin de session des exemples de use case que vous pouvez d'ores et déjà déployer dans votre SI. Voilà, juste pour refaire une petite présentation d'Ingram Micro, aujourd'hui nous sommes distributeurs globalement, on est sur un chiffre d'affaires d'environ 50 milliards, plus de 35 000 employés présents partout dans le monde. Chez AWS, on est premier consulting partner, donc on a le plus haut niveau de certification chez AWS. On est également sur une compétence DevOps, sur une compétence migration. On est agrégé pour faire du secteur public. On a un réseau de partenaires aujourd'hui qui est assez conséquent, allant du basique vraiment jusqu'au plus avancé. Et pour le coup, on a été élu l'année dernière comme meilleur distributeur worldwide. Voilà, pour vous donner un petit peu plus de contexte sur ce qu'on fait, globalement, on est dans un parcours distribution chez AWS. Notre parcours, à nous, doit faire que l'on aille recruter, intégrer et permettre à des entreprises IT partenaires de pouvoir faire de la revente de solutions AWS. Alors à travers tout ça, on pourra vous proposer certains avantages, notamment des remises sur les consommations AWS, l'accès à des outils FinOps. On vous proposera aussi tout un tas de services comprenant du managed services, de l'accompagnement sur la migration. Et on va travailler principalement donc avec des partenaires services AWS, mais aussi des éditeurs. Voilà pour la petite présentation. Maintenant, je vais laisser la main à Alexis qui va pouvoir commencer sa présentation. Eh bien, bonjour à tous et enchanté pour le coup. Donc, comme disait Fabien, je vais un petit peu vous présenter à quoi ça peut ressembler sur Bedrock, mais surtout, je voulais d'abord vous dire comment on a fait cette présentation. On a décidé justement d'avoir une présentation qui allait être réalisée entièrement en IA. Donc, on va vous présenter en fait le résultat d'une présentation totalement faite par IA. Et Fabien, je suis désolé pour l'instant, mais moi je n'arrive pas à partager mon écran. On voit ton écran, Alex. Ok, parfait. J'arrive pas à partager Chrome malheureusement. Donc, justement, comme vous pouvez le voir, là, la partie présentation qui a été faite de l'IA est allée elle-même chercher sur Internet un petit peu toutes les informations qui pouvaient être relatives à Ingram. Donc, ce que vient de nous raconter Fabien, l'IA, elle est capable également d'aller chercher les différentes informations sur Internet et de savoir ce que fait Ingram Micro en l'occurrence. On peut voir que justement, par le plus grand des hasards, et c'est assez amusant, on voit notre partenariat avec AWS, étant donné que très certainement sur Internet, on a une présence importante au niveau communication ou au niveau marketing, et qu'on est plus présent d'un point de vue AWS. Qu'est-ce que c'est exactement Bedrock et quelle est la différence entre Bedrock et les autres IA? En fait, il faut que vous appreniez à comprendre qu'il y a plusieurs types aujourd'hui d'IA. On va dire, et on va employer un terme qui n'est pas forcément encore reconnu, mais il n'y a pas vraiment de terme encore défini.
mais on va appeler, nous, dans cette réunion, des IA publiques et des IA privées. Une IA publique, qu'est-ce que c'est? Vous le connaissez en général, énormément de personnes dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez les utilisent déjà. C'est ChatGPT, c'est comment ça s'appelle? C'est Grok. Ces deux IA, elles ont un petit peu, je dirais, révolutionné par rapport aux autres. Les autres sont capables de faire des choses, c'est sûr et certain, mais si on prend vraiment son temps et qu'on commence à vouloir faire un travail réellement complexe, à l'heure actuelle, il y a réellement que deux IA publiques qui sont capables de gérer un ensemble complet de choses. Les autres IA, dites privées, vont être beaucoup plus spécialisées. Certaines vont avoir des capacités plus sur la génération d'images, d'autres sur de l'analyse de texte, d'autres sur justement le côté chatbot, ou d'autres, typiquement, l'imitation aussi des comportements humains pour avoir l'impression que les gens sont dans une création, je dirais, et en même temps dans une réelle discussion sans qu'on puisse se rendre compte qu'en face, c'est une IA et non un utilisateur normal. Quels sont les modèles qui sont disponibles aujourd'hui sur Bedrock? Alors, je dirais que c'est les leaders du marché, globalement, avec majoritairement les meilleurs ratios prix. Pourquoi? Puisqu'en fait, AWS, un petit peu, c'est toujours le même principe. C'est le plus gros acheteur, c'est le plus gros client chez Microsoft, c'est le plus gros client en IA. C'est toujours le plus gros client. Globalement, AWS correspond, si je dis pas de bêtises, Fabien, corrige-moi, ils ont toujours aujourd'hui plus de 50% du marché du cloud. Je crois qu'ils sont aux alentours de 60%. Et les autres, justement, GCP et Azure se séparent les autres parts de marché. À partir du moment où AWS commence à investir dans une technologie, en l'occurrence l'IA, ils investissent tellement à grande échelle que leurs prix, en fait, naturellement, deviennent les moins chers du marché et la marge est toujours extrêmement faible. Donc, c'est extrêmement intéressant de pouvoir le faire dans un environnement comme AWS. Combien coûtent justement les projets? Parce que c'est souvent la question qu'on pose. Hélas, pour vous rendre compte, un projet qui serait fait avec trois modèles, et à chaque fois, je vais essayer de vous présenter les modèles qui seraient, je dirais, les plus efficients, ceux qui correspondent le plus. Chacun de ces modèles, et c'est le volume estimé qu'il va falloir que je vous explique, 10 millions de tokens, vous pouvez considérer que, quelle que soit la demande que vous fassiez à une IA, vous allez utiliser au minimum un token. Et à partir du moment où vous allez demander des questions très complexes, le nombre de tokens, justement, va pouvoir augmenter. Dans le cadre d'un chatbot qui serait sur un site internet, par exemple, e-commerce, et qui aurait pour but de poser la question, reste-t-il des chaussures? Eh bien, il faudrait interroger la base de données. Il suffirait juste assez facilement de comprendre le nombre de requêtes qui sera nécessaire. On va être à peu près sur 2 ou 3 tokens. Donc, avoir un volume estimé de 10 millions de tokens pour un coût de 320 dollars par mois, vous êtes capable d'avoir des dizaines et des dizaines de milliers d'utilisateurs, en fait, qui sont passés sur votre site et qui ont posé des centaines de questions presque. Donc, en fait, utiliser un modèle IA peut effectivement créer des économies de coûts à très très large échelle, puisqu'en fait, le coût d'une IA lorsque c'est du conversationnel, il est presque dérisoire. Dans le cadre de la génération d'images, en l'occurrence, le seul modèle qui est réellement efficace sur Bedrock pour être capable de générer des images, globalement, c'est Titan. Qu'est-ce que c'est Titan? Et d'ailleurs, je vais me permettre de retourner un tout petit peu sur cette slide-là. Titan, c'est les IA qui ont été développées par Amazon. Elles ont leurs défauts et leurs qualités. Elles sont un peu plus spécialisées que les autres, mais elles ont surtout un avantage. Elles sont quasiment à 50% du prix des autres modèles. Et elles sont globalement basées sur les meilleurs modèles open source. Donc je ne vais pas vous dire directement, mais pour vous dire, Claude ressemble énormément à un certain Titan. Voilà, c'est un petit peu le principe. Pour ce qui est de la précision, c'est important de noter aussi quelque chose. Comme vous voyez, chacune de ces IA ont des prix qui sont entre 25 et 50% plus chers pour certaines, mais le taux de précision n'est pas énorme. Ce qui veut dire que on vous incitera toujours avec l'IA à ne pas chercher à créer la plus grande intelligence artificielle en fait. Le but est d'en créer des centaines de petites qui vont avoir des tâches les plus précises possibles et qui vont être capables justement de les exécuter à la perfection. On est en fait dans le monde de l'IA en train de souvent fantasmer la manière avec laquelle on va s'en servir et imaginer qu'on a une IA à tout faire. Mais dans la mise en place aujourd'hui des projets pour avoir une réelle efficacité, la meilleure des solutions, c'est plutôt d'avoir une IA avec une tâche où elle va être capable de ne plus jamais se tromper et justement d'être parfaite. Et ensuite, bien évidemment, c'est là que ça peut devenir drôle, il suffit ensuite de créer des IA qui vont vérifier si les IA inférieures ont réussi à correctement faire ce qui leur a été demandé. Dans le cadre de la précision, justement,
on essaye d'être industriel quand on fait de l'IA. Qu'est-ce que je vous recommande? Alors là, c'est un sujet justement qui ensuite peut être à débattre. Mais globalement, il y a 3 modèles qui réellement se démarquent, je dirais, sur Bedrock. Il faut savoir que Bedrock a à peu près, allez, 70 à 80% des modèles qui marchent le mieux du marché et c'est pas du tout les leaders qui leur manquent, au contraire. Donc, pour tout ce qui est chatbot, etc., Claude est excellent. Le coût de Claude 2 est légèrement supérieur, donc justement, ça va pas forcément avec ce que je vous ai dit. Mais l'intérêt de Claude 2, c'est que cette IA est capable de créer une réelle illusion sur le fait que c'est un interlocuteur humain. Donc ça a un côté beaucoup plus chaleureux lorsqu'on veut avoir le petit chatbot sur son site internet pour communiquer avec les clients. Titan, quel est l'intérêt? Titan, c'est justement pas une seule IA. C'est une IA pour les générations de texte, une IA pour le chatbot, une IA pour l'analyse, etc., etc. Donc l'intérêt, c'est que c'est une IA développée par AWS qui a pour but d'être moins chère, donc on peut en multiplier les instances. Et en plus de ça, il y a des petites spécialisations qui sont faites en fonction de ce qu'on veut. Lama, quel est son intérêt? C'est pas très compliqué, c'est le meilleur en texte, il est extrêmement rapide et on est capable justement de faire du traitement ou bien de la génération de contenu de manière très 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 importante. Une petite partie qui est très importante également, et je vous invite à poser des questions sur ces sujets-là, puisque on a l'habitude, nous déjà dans le monde de l'informatique, d'avoir la majorité de nos partenaires, je dirais même 80%, qui ne respectent pas la GRPD, qui ne respectent pas les réelles normes HDS, etc. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de comprendre ce que c'est que la confidentialité des données. Au départ de la présentation, j'ai commencé à vous parler d'IA publique et d'IA privée. Il faut savoir que lorsque vous allez utiliser ChatGPT, typiquement, l'expert comptable de votre entreprise utilise ChatGPT, a besoin de faire une petite analyse pour faire une projection des chiffres de l'année par rapport aux 3 derniers mois qui va rester. Il a envie de comparer comment s'appelle, les chiffres d'affaires de l'année précédente par rapport à l'année en cours ou des choses comme ça. Et en fait, ce monsieur qui est en train d'utiliser ChatGPT ne se rend pas compte que si moi, dans ma chambre, je pose des questions, par exemple, disons que c'est le comptable de Carrefour qui a fait ça, et ben moi, je suis dans ma chambre en train de me poser des questions. Tiens, c'est quoi le chiffre d'affaires de Carrefour cette année? Et ben bizarrement, l'IA, elle va se retrouver à me répondre. Pourquoi? Parce qu'elle a enregistré dans ses données le fait que la comptabilité de Carrefour, c'est ça. Et en fait, il faut faire extrêmement attention à ça. Les gens ne se rendent pas compte. Et bien évidemment, on peut cocher une petite case aussi bien sur Grok que sur ChatGPT pour garder ça en confidentialité. Mais on ne se rend pas compte en fait aujourd'hui que presque tous les employés se sont mis à utiliser de l'IA, ne font pas attention à leur manière d'utiliser de l'IA, ne prennent pas de précautions pour utiliser l'IA, et en général, ce n'est que des documents internes à l'entreprise qui sont utilisés pour générer de l'IA. Donc en fait, on est en train de nourrir des IA publiques avec des informations aussi bien commerciales, business, du savoir aussi tout simplement, parce qu'il y a énormément de savoir qui peut être donné dans nos explications et dans nos, je dirais, documents, sur nos produits, sur des choses et on n'a pas forcément envie que la concurrence en soit au courant. Eh bien, si demain on se retrouve à avoir utilisé réellement de l'IA publique, ces informations deviennent totalement accessibles et en plus de ça, malheureusement, elles vont être accessibles encore plus facilement parce que c'est l'IA qui va y donner accès. Donc les gens n'auront pas besoin de chercher très longtemps. La confidentialité, justement, c'est la partie où nous, en tant que distributeurs avec vous, partenaires, on est obligé de vous en parler énormément. Puisque les clients finaux que vous avez derrière, vous êtes responsable justement de leur confidentialité. Il faut savoir que Bedrock, chacune des IA est en mode bac à sable. Elles n'ont absolument aucune ouverture avant que vous le demandiez vers l'extérieur. Et en général, ces ouvertures vers l'extérieur, on essaie de les limiter au maximum. Les grandes entreprises justement qui utilisent déjà Bedrock, et je vous laisse un petit peu lire et je vais vous parler de certaines autres. En l'occurrence, je vais vous parler un tout petit peu de Air France et je vais vous parler également un tout petit peu de Renault. Mais qu'est-ce qu'elles font? La majorité des entreprises qui aujourd'hui ont déjà commencé à faire de l'IA se sont soit spécialisées dans des tâches à très forte valeur ajoutée avec énormément d'intelligence, énormément de complexité, ou bien justement ils ont essayé de se spécialiser dans les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée pour justement éviter que ce soit un humain qui continue à faire ces tâches-là qui sont trop simples. Typiquement, sur la partie Salesforce, tous les insights clients, etc., qui ont été gérés par l'IA,
ça permet de supprimer la gestion des stocks, pardon, pas la gestion des stocks, mais la gestion des produits sur les plateformes. L'IA que Adobe a commencé à utiliser, c'est à peu près la même chose que Renault. Ça veut dire qu'ils se sont amusés à créer des outils par l'IA pour que l'IA ensuite puisse les utiliser. Donc c'est assez amusant de voir qu'ils ont vraiment voulu essayer de se développer à ce niveau-là. L'entropie. Et justement, la faute d'orthographe que vous pouvez voir là, je l'ai laissée volontairement. Comme je vous l'ai dit, cette présentation, elle a été entièrement faite par IA. Et donc, vous pouvez en avoir vu des défauts en fait depuis le départ. Qu'est-ce que c'est que l'entropie? Si vous posez 10 fois une question à une IA, quelle qu'elle soit, elle va vous donner 10 réponses différentes. Je ne dis pas que les réponses vont ne pas correspondre ou une sur 10 va être fausse, mais en tous les cas, vous allez avoir 10 formats de réponses. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA a disons, un pourcentage de hasard dans sa réponse, qui fait que par moment, elle va commencer à répondre à la question par le début, par moment, elle va commencer à analyser, par moment, elle va décider de faire un tableau, par moment, elle va décider de présenter ça sous la forme d'un bullet point. Et donc, en fait, c'est pour ça que utiliser des IA de type Titan, qui, par exemple, dans la génération d'images, vont être capables de nous générer une centaine d'images pour le même prix qu'une IA beaucoup plus spécialisée, qui, elle, va générer une seule image. Ce qu'on vous conseillera toujours avec l'IA, c'est plutôt que de mettre énormément d'argent dans une tâche où vous allez être sûr que le résultat est bon, je vous invite en fait à demander la question à 10 fois l'IA et peut-être même parfois utiliser 2 modèles d'IA en même temps pour voir justement si les 2 réponses sont cohérentes. À partir de là, on est capable de gagner énormément de temps. Quel est l'intérêt aussi de l'entropie? C'est que justement, quand on se retrouve à vouloir imiter un comportement humain, puisque l'IA, on lui demande énormément d'avoir une réponse humaine, on est obligé en fait d'avoir cette part d'entropie. Puisque moi, je suis en train de vous raconter quelque chose, je n'ai pas écrit mon texte. Si je recommençais demain ma présentation, je ne dirais pas exactement les mêmes choses. Je serais sur les mêmes idées, et mes phrases ne seraient pas exactement les mêmes. Peut-être que je bégayerais un peu plus, peut-être que je bégayerais un peu moins, peut-être que j'emploierais des mots plus choisis, peut-être que cette fois-ci j'aurais cité un autre exemple. L'IA, en fait, elle se comporte vraiment d'une manière presque humaine en fait sur ce sujet-là, et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir énormément de créativité. Vous ne pourriez pas en fait demander à une IA de commencer à parler comme un humain ou de vous répondre sur des sujets marketing, des sujets commerciaux, si justement il n'y avait pas de cette part d'entropie qui permet à l'IA d'avoir de la créativité. À partir de là, je vais vous montrer un site internet tout simplement client qu'on peut avoir qui s'appelle GRP Cloud. Qui est un site internet qui pourrait ressembler justement à certains des vôtres. C'est tout simplement une entreprise qui met en place des ERP et des CRM. Qu'est-ce que c'est cette entreprise? C'est une entreprise qui est posée sur Internet. Comme je vous l'ai dit au début de la présentation, ce n'est pas un humain du tout qui a intervenu. Donc, toute cette partie-là dont je suis en train de vous parler, je n'ai absolument pas eu d'intervention. J'ai demandé quoi? J'ai pris cette entreprise comme exemple et j'ai demandé 2 choses. Est-ce que tu peux me faire un début de nouvelle version du site web? Est-ce que tu peux ensuite me donner des publications pour LinkedIn pour que je puisse ensuite faire du marketing et commencer à représenter ma marque? Donc, en partant de là, l'IA, aujourd'hui, en 2025, elle est capable de faire quoi? Elle est capable, et là je vous montre le site, d'aller chercher les informations directement sur Internet, de savoir ce qu'est que l'entreprise GRP Cloud, de trouver des mots-clés qui sont des mots-clés accrocheurs par rapport au cloud, au CRM, au monde de l'IT, à des choses comme ça. Être capable de trouver une phrase d'accroche qui est plutôt bonne. Être capable de reprendre justement le site internet très rapidement au niveau de sa structure. Et être capable de mettre directement le petit copyright, de commencer à faire des choses comme ça. Pour vous dire exactement en combien de lignes, je ne vais pas appeler ça une ligne de commande, je dirais plutôt en nombre de réponses, en discussion que j'ai pu avoir avec l'IA, j'ai eu besoin de 3 échanges avec l'IA. La première question que je lui ai posée, ça a été: peux-tu me prendre le site GRP Cloud et me faire une nouvelle version de son site internet? La deuxième chose que je lui ai dit, c'est: peux-tu utiliser les dernières technologies graphiques pour faire un effet waouh sur la page? Et là, elle m'a tout simplement fait apparaître un cube 3D avec des mots-clés qui étaient marqués dessus, plus la vidéo en arrière-fond qui tourne de la Terre. Et la dernière chose que je lui ai dit, parce que justement j'ai trouvé que l'idée du cube était intéressante, et ben je lui ai tout simplement demandé à l'IA de faire quelque chose
que si vous l'aviez demandé à un de vos développeurs, il se serait tapé la tête contre les murs pendant peut-être une semaine. Je lui ai dit, peux-tu me mettre une balle à l'intérieur de ce cube qui va rebondir pendant que le cube tourne? Demandez ça à un de vos développeurs, justement, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué en web. Là, en l'occurrence, l'IA, elle est capable de partir sur des sujets mathématiques, sur des sujets comme ça, et elle est capable d'aller extrêmement loin dans ce que vous lui demandez. Donc voilà ce que vous pouvez faire, et comme site internet, en à peu près, sans exagérer, je crois que j'en ai eu pour moins de 5 minutes pour faire ça, vous pouvez aller extrêmement loin. Ensuite, pour vous montrer justement de la même manière, je lui ai posé la question, peux-tu me donner des publications LinkedIn prêtes à être déployées? Donc là, on se retrouve, et je lui ai demandé de m'en faire 3. En l'occurrence, il s'est intéressé à une première publication sur la transformation digitale, une deuxième sur le côté commerce, et une dernière sur le côté formation. Pourquoi? Tout simplement parce que la société s'intéresse à ces 3 sujets-là. À partir de là, vous pouvez voir dans les détails qu'ils ont réussi à choisir des hashtags. Le format donc des réseaux sociaux et des choses comme ça est parfaitement représenté. Et je vous laisse regarder 3 secondes à quoi ressemble la qualité en fait de la communication, puisque je pense que les personnes, si vous avez déjà fréquenté des gens du marketing ou de la communication, on n'a pas grand-chose à dire en fait. La qualité de la communication, elle est presque parfaite. On se retrouve surtout à pouvoir de semaine en semaine à dire à l'IA, refais-moi une nouvelle publication et je veux qu'elle soit différente sur le sujet de la formation que la fois précédente. Et on se retrouve encore une fois à avoir de la génération. C'est tout pour moi. Je reviendrai juste après Loïc pour vous montrer un tout petit peu à quoi ressemble Bedrock, si on a le temps. Mais sinon, globalement, dites-vous que Bedrock, c'est un bac à sable. Donc, en fonction de ce que vous allez utiliser sur Bedrock, tout sera totalement différent. Je vais me permettre, juste avant que Loïc prenne la parole, je vais me permettre de juste répondre un tout petit peu aux questions qui peuvent y avoir. Le quid de la souveraineté? Alors, c'est pas compliqué. Lorsque vous ouvrez un Bedrock, c'est ce que je vous ai dit, c'est un bac à sable. Donc, si vous faites des bêtises à l'intérieur de votre Bedrock, AWS ne peut pas vous aider. Vous êtes réellement dans un silo. Donc, vous n'avez pas de questions à vous poser sur la souveraineté de vos données. Lorsque vous mettez des données sur Bedrock, vous êtes totalement isolé du reste des utilisateurs de Bedrock. Il ne faut pas du tout s'inquiéter là-dessus. Est-ce que Bedrock est une société américaine? Bedrock est plutôt un produit d'AWS. Et j'ai même envie de vous dire, Bedrock n'est pas une IA. Bedrock, c'est tout simplement un outil qui vous permet d'utiliser des IA. Donc en 2 mots, si vous préférez utiliser un produit qui serait franco-français et le mettre sur Bedrock, Bedrock accepte toutes les IA. Bedrock, en fait, c'est vraiment, gardez-le en idée, le bac à sable qui va vous permettre de mettre tout ce que vous voulez directement à l'intérieur. Si vous avez développé en local votre propre IA, par exemple, Bedrock sera très largement capable de l'utiliser. Et ensuite, la dernière chose sur l'IA publique qui est un vrai fléau, je vais vous donner mon avis sur le sujet. L'IA publique, effectivement, peut être un fléau pour la confidentialité des données, pour des choses comme ça. Mais il y a 2 types d'IA. Il y a les IA qui sont, je dirais, laissées libres, et il y a les IA qui sont contrôlées. Les IA contrôlées, on les censure, on peut les modifier, on peut leur dire un petit peu ce que le propriétaire de l'IA a envie qu'elles disent. Les IA qui ne sont pas censurées et qui sont justement libres, eh bien celles-ci, elles représentent malheureusement l'humanité aussi. Ce qui veut dire que si vous ne mettez pas de censure sur l'IA, quand vous vous retrouvez à utiliser une IA pendant un nombre de temps avec un grand nombre d'utilisateurs, eh bien on va retrouver dans l'IA les défauts de l'humain. Donc on va pouvoir se retrouver malheureusement, et c'est là où je vous invite à faire très attention aussi quand vous mettez en place de l'IA, on peut se retrouver à avoir dans la pornographie des choses qui ne sont pas acceptables, si vous voyez ce que je veux dire, dans la génération d'images. Donc si demain vous allez récupérer le modèle open source le plus utilisé au monde, et je pense que Loïc pourra en témoigner, puisque quand on a fait les tests, nous, on a été assez choqués sur ces sujets-là, on s'est retrouvé à voir que les modèles les plus utilisés au monde étaient malheureusement ceux qui étaient capables de créer les contenus qui étaient les moins acceptables. Et que les gens, justement, dans l'IA privée, malheureusement, on se retrouve à avoir des garde-fous à mettre en place. C'est pour ça que venir critiquer l'IA publique en disant que c'est un fléau, sur certaines choses, oui, mais au moins, l'IA publique, il y a quand même un côté où on va retenir un tout petit peu les informations, on peut limiter les choses. Et justement, typiquement, on a pu voir Grok au départ, qui n'avait pas été censuré et qui avait la capacité de déshabiller les gens. Le nombre de personnes qui ont malheureusement pu avoir des
fake nude, comme on appelle ça sur Internet, parce que Grok avait la capacité de retirer les vêtements, c'est terrible. Voilà. Donc, avoir un tout petit peu de censure et avoir d'intervention humaine, il n'y a que l'IA publique qui le propose. Loïc, je te donne la parole. Merci Alexis. Je vais donc continuer moi cette présentation autour des cas d'usage qu'on peut avoir en entreprise de l'intelligence artificielle. C'est un retour qui nous revient très fréquemment de la part de nos partenaires ou de leurs clients finaux, de dire super, l'IA, tout le monde en parle, on a envie de mettre le pied dedans. On a dans nos équipes des personnes qui sont très qualifiées et qui ont déjà une expertise ou qui ont la capacité à monter en expertise très rapidement sur ces sujets-là. Par contre, on est un peu sec sur quoi faire. On a besoin d'une vitrine technologique. On veut un projet qu'on puisse développer assez rapidement, idéalement, qui ne coûte pas trop cher, pour voir un peu quel est l'attrait de notre marché sur ces sujets-là. Et on ne sait pas trop où donner la tête et par où commencer. Donc, j'ai choisi de vous faire aujourd'hui une présentation un petit peu de 10 use cases faciles à implémenter. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur comment est-ce qu'on peut mettre ça en place sur Bedrock, sur AWS Bedrock. Combien ça nous coûte, quel est le ROI estimé et en combien de temps est-ce qu'on peut développer ce type de solution. Alors, juste un point, j'aimerais rebondir sur ce que disait Alexis. Sur l'usage de Bedrock, aujourd'hui, pour nous, il faut bien comprendre que l'utilité d'utiliser la plateforme Bedrock, c'est vraiment de répondre à une problématique d'entreprise qu'on va avoir autour de la sécurité et du fait d'avoir un déploiement qui soit privé, des problématiques de conformité et de confidentialité des données, ou simplement besoin d'une cohérence avec son système d'information qu'on pourrait déjà avoir dans AWS. L'idée, c'est vraiment d'avoir la parfaite maîtrise de l'outil d'intelligence artificielle et qu'il soit en conformité avec nos obligations réglementaires ou simplement qu'il soit une pièce supplémentaire qu'on va ajouter à l'édifice et qui ait une cohérence avec l'ensemble de nos projets globaux. Dernier point également sur Bedrock, je pense que c'est une des forces de Bedrock, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas besoin, grâce à Bedrock, de déployer des infrastructures supplémentaires. L'idée c'est vraiment d'avoir une plateforme clé en main sur laquelle on va simplement déployer des outils de LLM, des outils d'IA générative qui vont simplement répondre à des fonctionnalités et qui vont nativement s'imbriquer avec des solutions d'AWS, que ce soit Lambda ou que ce soit SageMaker, si vous souhaitez développer votre propre intelligence artificielle. Le premier projet, évidemment, que toute entreprise imagine développer, c'est celui du chatbot. Et la vraie question, c'est un chatbot, pourquoi? Moi, j'ai aimé vous présenter l'idée d'un chatbot pour le pôle RH, qui est souvent constitué de très peu de personnes et qui se retrouve submergé d'un volume assez absurde de mails pour des questions très communes et qui finalement occupent un grand temps de leur temps de travail. Ici, moi, j'imagine un coût entre 500 et 1000 euros par mois pour plus de 10 000 interactions mensuelles. Hein. Ça veut dire qu'on a quand même tous les salariés qui passent leur vie à demander leur contrat de travail à peu près toutes les semaines au pôle RH. On est sur un projet qui est extrêmement simple à mettre en place, moins de 2 mois pour le mettre en place pour un homme seul, et qui permet d'économiser 20% du temps de travail du pôle RH, de ce que l'on observe sur le temps moyen de réponse consacré aux salariés. Donc ça, c'est vraiment une vitrine technologique qu'on peut vraiment mettre en place assez rapidement, qu'on peut donner sur un pôle bac à sable et qu'on pourra présenter assez rapidement à nos clients pour leur montrer une capacité à réaliser des projets simples où on va vraiment entraîner une intelligence artificielle sur de la donnée qui est en relation avec notre métier, en relation avec les informations sensibles de l'entreprise et qui pour autant, en utilisant des modèles sur étagère, sera capable de répondre avec beaucoup de cohérence. Deuxième projet, on s'intéresse toujours au pôle administratif et là, je m'intéresse aux données de facturation.
C'est le gros problème que l'on a fréquemment autour de la comptabilité, c'est que les données que l'on reçoit en entrée ne sont jamais formatées de la même manière. Un coup, on va avoir des PDF, d'autres fois, on va avoir des scans. Souvent, on va recevoir des tickets de caisse qui vont être pris en photo. Et là, le temps de traitement est colossal puisqu'il est systématiquement traité par des humains, ce qui n'est ni une tâche très gratifiante, ni une tâche à haute valeur ajoutée et qui prend un temps énorme sur le temps d'occupation de nos salariés. Là, ici, on va avoir des technologies assez simples à mettre en place avec de l'OCR, donc de la reconnaissance textuelle. Donc ici, on va avoir Amazon Textract qui est spécialisé là-dedans. Et on va pouvoir stocker l'intégralité de nos informations directement sur S3 et même automatiser les tâches en utilisant Lambda de manière à vraiment industrialiser la solution. Là encore, un projet très simple à mettre en place, moins de 2 mois pour le mettre en œuvre, avec un ROI attendu qui va être plutôt impressionnant, puisqu'évidemment, on va soulager fortement nos pôles comptables sur leur temps d'occupation. Troisième solution, là on s'intéresse à la question de la sécurité. Depuis que l'intelligence artificielle et en tout cas l'IA générative s'est démocratisée, on observe une hausse de plus de 80% des attaques de phishing, et ça que ce soit par mail, par téléphone. Le nombre d'attaques ne fait qu'augmenter. Leur crédibilité également ne fait qu'augmenter à mesure que les modèles d'intelligence artificielle sont de plus en plus précis et donc ça devient une véritable menace pour les entreprises. Aujourd'hui, on peut investir dans des solutions de cybersécurité dédiées aux solutions de mail, mais qui ont souvent un coût de licence par utilisateur qui devient très difficile à maîtriser. Et donc, il s'agit de se poser la question, quelle alternative est-ce que je peux mettre en place et que je pourrais éventuellement monitorer. Là encore, Bedrock peut être une bonne solution puisqu'on a la possibilité d'avoir de l'analyse textuelle, l'évaluation directement des URL ou du contenu d'un email, de manière à automatiser toutes les alertes de phishing que l'on va avoir au niveau de nos emails. Encore une fois, un projet relativement simple, un petit peu plus compliqué tout de même, mais relativement simple à mettre en place, 2 mois de mise en place pour ce type de projet. Si on se concentre maintenant non pas sur l'économie des coûts, sur la sécurité, mais sur l'optimisation finalement de nos ventes, le projet phare qui est le plus demandé par les clients, c'est des outils de recommandation de produits. Et oui, on est tous habitués à passer nos week-ends et nos soirées sur Amazon. J'entends par là la boutique en ligne. Les systèmes de recommandation de produits, on les trouve absolument partout et on aimerait s'approprier ces solutions sans pour autant passer à la caisse de manière trop importante. Ici, je vous propose une manière de le mettre en place en utilisant Cohere. Cohere, qui est une solution pour comment dire, pour enregistrer, on va dire, la base de l'ensemble de vos produits auprès de l'intelligence artificielle. Si vous êtes par exemple une boutique spécialisée dans les équipements pour les cyclistes, eh bien voilà, vous allez pouvoir sauvegarder, faire comprendre à l'intelligence artificielle quels sont l'ensemble des produits disponibles dans votre boutique en ligne, euh, mettre ça de manière adjacente à une base de données que l'on appelle une base de données vectorielle qui va être capable justement d'ingérer ces informations et les mettre à disposition d'un modèle d'intelligence artificielle. Là encore, un projet assez simple à mettre en place. On parle de 3 mois de mise en place puisqu'il y a une partie d'ingestion de la donnée avec un ROI qui peut être, lui, pour le coup, très élevé puisqu'on parle de près de 200% par an. Voilà, 500 000 euros de revenus supplémentaires pour une plateforme à 5 millions d'euros de CA. Cinquième projet intéressant, l'analyse des sentiments clients. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce sujet-là vient très fréquemment sur la table. Et pour l'histoire, déjà depuis les années début 2000 jusqu'à 2010, c'était l'enjeu principal à l'époque de l'intelligence artificielle avec IBM qui présentait ses innovations en termes d'intelligence artificielle
est autour de cette problématique de sentiment client, et notamment pour des utilisations publiques en période électorale et ainsi de suite. Ici, on a envie d'automatiser ce sujet-là, qui est souvent très difficile à adresser. On pourrait facilement déployer une IA Titan avec un lambda qui va simplement contacter Titan à chaque fois qu'un nouveau commentaire va être publié ou chaque fois que 10 000 nouveaux commentaires vont être publiés, et stocker les résultats dans un S3 ou être directement interconnecté par API avec du Twitter, avec du Zendesk. Là, on est sur un projet qu'on peut vraiment presque donner en fait à ses alternants et qui est plutôt facile à mettre en place. On a une intégration qui est extrêmement native, beaucoup de documentation autour de ces sujets-là, moins de 2 mois pour le mettre en place et un intérêt pour l'entreprise qui est plutôt important. De la même manière, tout à l'heure, Alexis parlait de la difficulté à se mettre en conformité avec la RGPD et notamment définir ce qu'est une information sensible peut parfois être délicat. D'autant plus quand on manipule de l'information sur nos clients finaux. Imaginons que je possède un commerce en ligne avec une base de données de l'ensemble de mes clients. Est-ce que le fait de connaître les précédents achats de mes clients de manière identifiée est potentiellement une donnée sensible et confidentielle? C'est toujours un sujet délicat. Ici, on peut mettre en place facilement des solutions avec Claude, par exemple, qui nous permettraient de simplement venir anonymiser nos données pour s'assurer que chaque publication, chaque effort de communication publique que l'on met en place soit systématiquement offusqué de toute forme de données publiques et s'assurer que l'on soit en conformité avec la RGPD. Encore une fois, un projet très simple à mettre en place, moins de 2 mois, avec des compétences en intelligence artificielle qui restent tout de même assez modérées. Je crois que voilà. Autre sujet, la gestion du support, qui est souvent une problématique assez importante. On se retrouve au début, on est très volontaire pour avoir un support extrêmement efficace, évidemment hébergé en France et qui nous réponde en ligne 24/7. Et puis très rapidement, on se rend compte que ça devient un enfer de gestion, que c'est un gouffre financier et que la majorité des contacts que l'on reçoit sont des contacts, des demandes qui pourraient être résolues de manière autonome, ce à quoi on a envie de répondre par une FAQ qu'il faut malheureusement rédiger et qu'il faut alimenter, qu'il faut mettre à jour de manière très régulière, chose qui est finalement un centre de dépenses. Eh bien aujourd'hui, moi je vous propose de le mettre en place avec de l'intelligence artificielle. On pourrait simplement utiliser Titan pour générer le texte, c'est-à-dire reprendre l'ensemble des tickets que l'on a reçus, par exemple, sur le trimestre, s'assurer de les catégoriser par nature et par question. Et évidemment, c'est extrêmement compliqué à faire quand on a 200 000 tickets par trimestre à traiter et qu'on demande à l'alternant ou au stagiaire de les catégoriser. Une intelligence artificielle ne mettrait que quelques minutes, au mieux quelques heures, pour les catégoriser, pour les interpréter et pour en générer une FAQ qui soit mise à jour et alimentée de manière presque hebdomadaire finalement, peu importe. Ici, un projet extrêmement simple à mettre en place et très peu coûteux puisqu'on va utiliser l'IA au moment de la rédaction de la FAQ. Un autre projet autour des appels support qui est lié finalement avec ce que j'indiquais précédemment. Lorsqu'il s'agit de tickets émis au support, on imagine assez facilement pouvoir le mettre en place. À partir du moment où on a un call center, le sujet est tout de même un peu plus délicat à traiter. Et finalement non. Finalement non. On peut très rapidement sur Bedrock mettre en place des solutions de transcription automatique des calls que l'on va recevoir sur notre plateforme, transformer l'intégralité de ces appels de la voix
vers le texte, mettre en place de l'analyse de sentiments et s'assurer finalement de la qualité de notre support, vérifier la durée des appels, améliorer la qualité de notre support téléphonique. Sujet très facile à mettre en place finalement parce que c'est un sujet qui est adressé maintenant depuis plusieurs années, sur lesquels les solutions sont très matures et sur lesquels on a une documentation extrêmement riche autour de ce use case. Là encore, un projet qu'on peut mettre en place en quelques semaines et qui va grandement améliorer la qualité ressentie de nos clients en après-vente. Sujet un peu plus complexe cette fois-ci, le scoring des leads. C'est un sujet qui revient assez fréquemment lorsqu'on a un pôle commercial qui est très dynamique ou extrêmement large. Il est parfois difficile de savoir sur quel lead on doit prioriser nos actions et avoir une analyse plus poussée que le simple volume d'affaires à aller gagner. Ici, avec de l'intelligence artificielle, on pourrait mettre en place de la classification et donc engranger donc l'ensemble des infos, des leads que nos sales ont entrés dans le CRM et derrière faire de l'analyse de sentiments, faire de l'analyse sociologique autour de l'entreprise, faire des analyses plus poussées autour du nom et trouver un petit peu toutes les infos qu'il y a disponibles sur le web de manière automatisée, de manière à prioriser les efforts sur les leads à haute valeur ajoutée. Un projet assez court à mettre en place puisque on a tout de même systématiquement des solutions sur étagère et il ne s'agit finalement que de l'intégrer dans le SI avec notre CRM, Salesforce par exemple, avec un niveau de compétence en intelligence artificielle qui lui va être plus modéré. On ne le donnera pas à un junior, mais plutôt à des personnes avec une qualification intermédiaire. Enfin, dernier projet proposé pour ce jour, la détection automatique de bugs. C'est un sujet qui est antédiluvien. Depuis qu'on fait du développement web, on aimerait pouvoir automatiser ces sujets-là. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle autour de la génération de code est stupéfiante. De là à développer de manière totalement avec l'intelligence artificielle, on n'en est pas encore là, mais on en est très proche dans toute la mesure. Cette qualité de code observée peut-elle être utilisée pour simplifier le process de résolution de bugs, de traitement automatisé des tickets et directement intégré à nos pipelines de CI/CD, que ce soit à travers GitHub, que ce soit à travers GitLab, qui travaillent eux aussi sur leur solution. On va pouvoir automatiser cette tâche qui nous occupe beaucoup trop nos équipes. Encore une fois, un projet assez rapide à mettre en place puisqu'il va s'intégrer avec des solutions qui sont dédiées aux développeurs et avec un effort plutôt modéré. C'est tout pour moi. Voilà un petit peu la présentation des projets que j'imagine faciles pour vous à mettre en place avec des ROI qui sont intéressants, qui sont de belles vitrines technologiques qui permettent à vos équipes de se former réellement avec des projets stimulants qui correspondent à je pense, vraies problématiques d'entreprise et qui sauront faire un effet waouh chez vos clients. Merci Loïc. Alors, je vais répondre pas séparément aux questions, puisque pour le coup, je crois que j'y ai répondu pas mal au fur et à mesure. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même 50% de la question, même si, Benjamin, c'était avec grand plaisir. On a pas mal discuté au final sur ces sujets-là. Et je sens qu'il y a quand même le sujet, surtout sur la souveraineté des données, et également une petite partie Alex, justement sur ce que… Oui. je voudrais juste prévenir à tout le monde qu'on va réactiver les micros pour le coup, comme ça si vous avez des questions par oral, ce sera plus Parfait. facile, je pense, de pouvoir y répondre.